Au début, je vous demanderai de vous présenter. Je commence par vous. Bonjour. Bonjour, je suis Emma Fourgeau, je suis documentaliste au musée d'art et d'archéologie du Périgord depuis la fin avril 2025. Et donc je suis chargée de gérer les informations en relation avec toutes les œuvres que l'on conserve. Je suis chargée aussi de la bibliothèque et des archives. Et vous? Bonjour, je m'appelle Guillaume Monedière, je suis doctorant en histoire du droit à l'Université de Clermont-Auvergne et par ailleurs chercheur de provenance indépendant. Et c'est à ce titre que j'ai été chargé d'une mission de recherche de provenance pour le MAP, consistant à établir des biographies des acteurs qui ont confié des objets extra-occidentaux au MAP au fil du temps. Comment vous avez travaillé ensemble? Voilà. Comment ce contact s'est créé et dans quel stade vous êtes aujourd'hui? Alors, on a lancé un appel d'offres pour rencontrer justement un chercheur de provenance pour nous aider. Et on a rencontré Guillaume et ça a tout de suite bien accroché. On s'est mis à travailler en duo, beaucoup, tous les deux. On a accueilli Guillaume à la documentation du musée pour qu'il puisse chercher dans nos archives et dans tous les dossiers documentaires que l'on avait des traces de ces personnes qui ont fait entrer ces objets extra-occidentaux au musée. Et on est resté en contact, Guillaume faisait des allers-retours, il en parlera mieux que moi. Et on a fait en sorte d'être toujours en contact pour essayer de compléter les pistes. Et c'est un petit peu symbolique, on enregistre cette discussion dans un endroit où il y a beaucoup de documents. Donc comment vous avez commencé votre recherche, Guillaume? Alors il y a peut-être deux enjeux à prendre en considération. Le premier, c'est que initialement il n'y avait qu'une trentaine d'acteurs à étudier au début de la mission. Maintenant, il y en a plus de 160. Et dans le même temps, la durée de la mission n'est pas extensible. J'ai commencé mi-septembre pour une fin à la fin de l'année 2025. Donc voilà, il a fallu faire des choix au stade de la méthode. Pour ce qui est des documents d'archives dont vous parlez, ils sont rangés par année, mais à l'intérieur, ils sont assez peu rangés. Donc, j'ai choisi une méthode un petit peu extensive qui consistait à passer en revue chacune des pages à la recherche de documents liés aux acteurs qui auraient confié par don, par legs, par vente, des objets extra-occidentaux au MAP. Après, je tiens aussi à relever qu'une part de ces archives avait d'ores et déjà été numérisée, notamment par Emma, donc une part du travail était déjà fait. Et j'ai travaillé de 1850 à 1970 à peu près. Donc ce travail est un arrêt ou il va continuer? À l'évidence, je pense que ce travail, c'est un point de départ pour d'autres missions, pour d'autres recherches, peut-être même pour des expositions à l'avenir. Quoi qu'il en soit, c'est un travail qui rentre dans un domaine scientifique qu'on appelle les recherches de provenance. Pour le dire très brièvement, il s'agit à partir d'un objet ou d'une collection d'objets d'essayer de retracer le parcours de cet artefact, comment il a été acquis, selon quelle modalité d'appropriation, modalité juridique. Est-ce qu'il est allé dans différentes collections jusqu'à ce qu'il parvienne au sein de l'institution muséale, ici le MAP. Et à partir de là, souvent pour le musée, la seule information dont il dispose, c'est le nom du donateur, le nom du légateur. Donc en établissant ces biographies, eh bien, c'est un point de départ pour de futures recherches parce que désormais on a le prénom, on a le nom, on a parfois des dates de naissance et de mort, on a aussi une profession. Voilà, on ouvre un petit peu les possibilités de recherche en archives pour l'avenir. Et quel est l'état de vos recherches? Voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce que vous avez constaté, quelle est la situation au MAP de Périgueux? Je vous répondrai peut-être en deux temps parce que il y a certes ce que j'ai avancé, à savoir établir des biographies de donateurs. Pour cet objectif, je me suis efforcé de trouver des informations pour le plus grand nombre d'acteurs liés au MAP. Et il y avait aussi un deuxième aspect pour la mission, c'était d'essayer de trouver des objets dont l'appropriation initiale serait un petit peu sujette à caution, que ce soit au regard du droit ou au regard de la légitimité, c'est-à-dire parfois des appropriations licites mais commises avec violence ou avec domination, notamment en contexte colonial, parce que c'est un enjeu important pour les objets extra-occidentaux.
À partir de là, pour chacun de ces deux domaines, eh bien, j'ai trouvé des choses très intéressantes et je suis actuellement au stade de la rédaction du rapport jusqu'à fin février et ça sera un document assez conséquent que je remettrai au MAP et qui permettra peut-être de poursuivre des recherches sur cette base. Quelle sera la démarche de MAP une fois quand vous aurez tous ces documents? C'est une information importante qui peut parfois, même peut-être, poser certaines questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces objets? On va commencer, on se pose d'abord la question de qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Parce que pour l'instant, on parle beaucoup de restitution des objets, mais malheureusement, en termes de loi, on n'en est pas encore là. Donc on travaille surtout sur la restitution des savoirs. Donc tout ce que Guillaume va nous apporter comme savoir, déjà structuré, en plus c'est du pain béni. Ça va nous permettre d'organiser toutes les informations qu'on a sur ces objets, de commencer à les organiser et d'avoir une belle base bien solide pour pouvoir continuer toujours à obtenir d'autres informations à travers mes recherches ou les recherches de d'autres chercheurs ou de d'autres conservateurs professionnels de musées. Et ça va nous permettre de créer des médiations dans le musée, ça va nous permettre de faire avancer la recherche toujours un peu plus et de partager avec les gens des communautés sources des collections, par exemple, qui ne peuvent pas se rendre au musée. Nous, plus on a d'informations à repartager avec eux, et plus on est content, plus on peut créer des ponts entre tout le monde. Si je me souviens bien, majorité des objets qu'ils ont fait ou l'ouverture de ce musée, c'était les donations des personnes. C'est ça. Si après quelques années, il faut rendre ces objets, quelle mission de musée va changer? Moi, je pense que ça fait aussi partie des missions du musée, parce que comme c'est un établissement public, c'est un établissement pour les gens. Et c'est un établissement avec des valeurs qui évoluent en fonction de l'évolution de la société. Donc quand on parle de restitution, on ne parle pas de tout rendre. Tout le monde ne veut pas récupérer des objets. Et puis on peut aussi créer des prêts et des échanges entre les différentes institutions, ou même avec les communautés peut-être. Là, on est en plein dans la réflexion, même au niveau de l'État en général. À l'échelle des musées, on fait au fur et à mesure, tout simplement. Pour l'instant, on recrée du lien avec les gens et on essaye de valoriser les informations ethnologiques, anthropologiques et aussi au sujet de l'histoire de l'art, autour des objets que l'on conserve. Quel est votre point de vue, de point de juriste, sur ces questions-là? Alors je rejoins ce qu'a pu dire Emma. J'ajouterai un point qui va dans ce sens et qui ressort d'ailleurs des tout premiers travaux sur les questions de restitution et notamment du rapport Savoie-Sarr de 2018. C'est le fait qu'on a affaire à des objets dont l'histoire est partagée entre plusieurs époques, plusieurs continents, et donc il faut les considérer comme tels. Emma parlait de l'hypothèse de prêt, je trouve que c'est une hypothèse très intéressante. Par ailleurs, ce que j'aimerais aussi soulever, c'est le fait qu'il y a parfois peut-être un goût du scandale. Le but premier de ma mission, c'est d'enrichir les connaissances sur ces collections. Et je trouve que c'est un point de départ déjà très louable. Et je n'ai pas trouvé d'appropriation scandaleuse ou appelant à des restitutions immédiates. Voilà. Et dans le même temps, si on s'intéresse peut-être à la procédure, à la façon de faire lorsqu'on souhaite restituer, déjà il faut qu'il y ait une demande de l'état d'origine. À ce jour, le MAP n'est à ma connaissance pas visé par des demandes de restitution, donc dans l'immédiat ce n'est pas un enjeu. Et justement je trouve que c'est sur ce point intéressant de voir qu'on a affaire à un musée, alors avec l'aide de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et du service des musées de France, qui se lance à bras-le-corps dans les archives, dans des objets en réserve, exposés, pour essayer de retrouver un peu de clarté au niveau des entrées en collection, qui a donné, pourquoi, qui était-il, etc. C'est louable, je trouve aussi, parce que d'une certaine manière, ça permet de restituer la mémoire du musée,
toute institution, c'est normal, perd la mémoire. C'est pas une critique quand je le dis, mais avec les successions de conservateurs, etc., il y a toujours des informations qui se perdent. Et si vous me permettez peut-être une observation un peu métaphorique, j'ai le sentiment que ces dons, ces legs, lorsque les personnes les ont faits, ils ont donné un petit peu d'eux-mêmes. Ils faisaient appel à un espoir de postérité. Ils se voyaient dans le musée en donnant leur collection, c'est-à-dire ce qu'ils avaient pu agencer, ce qui faisait partie d'eux. Donc là où souvent, notamment en anthropologie, on voit le musée comme un lieu mort où les objets sont exposés à la vue de tous, eh bien, j'ai l'espoir que cette mission participera à restituer un musée vivant, entouré d'informations, de données, de cartels riches. Qui étaient ces personnes, ces donateurs qui ont, comme vous avez dit, donné les objets et donné d'eux-mêmes aussi au Marbre de Périgueux? Alors, il y a des profils très très variés, peut-être une observation en préambule. Il faut toujours distinguer entre ceux qui se sont appropriés ces objets de première main et ceux qui les ont acquis de seconde main, notamment auprès de marins. Il ne faut pas oublier que le port de Bordeaux, celui de La Rochelle étaient assez proches, ou alors dans des foires, notamment à Bordeaux, à Mériadec par exemple. Donc là, il y a déjà cette distinction. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus aux acteurs qui se sont rendus dans les territoires extra-occidentaux, eh bien, on a des profils très variés, certains très 19e-istes, avec une curiosité et un goût de l'exploration. Je pense notamment au comte de Fleurieux, qui est allé dans à peu près tous les continents et a ramené des quantités monumentales d'objets. Il y a aussi beaucoup de militaires qui, au hasard de leur campagne ou de leur service, ramenaient ce qui peut-être attirait leur curiosité, que ce soit d'ailleurs une prise militaire ou un achat ou un échange, ça restera à déterminer à l'avenir. Certains scientifiques, que ce soit des ethnologues, des naturalistes, et une dernière figure que je pourrais évoquer, c'est celle des collectionneurs qui souvent avaient des cabinets de curiosité ou qui voulaient rassembler aussi bien dans le domaine du naturalisme que de l'ethnographie, des objets représentatifs de l'ailleurs, de l'étrange, de l'autre, et qui, parfois voyant la mort arriver, les ont légués ou donnés aux MAP. Et heureusement, parce que ces collections font partie de plusieurs visites pédagogiques, visites spécifiques, et sont vraiment bien, elles ont un grand succès. Oui, c'est vrai. On a beaucoup d'écoles qui viennent en rapport avec leurs leçons et qui viennent pour voir ces leçons qui prennent vie en 3 dimensions derrière les vitrines. On a des super médiatrices qui font vivre ces œuvres, et c'est pour ça qu'on a besoin justement de continuer les recherches, à la fois sur le parcours de ces œuvres, mais aussi du coup pour en connaître toujours plus sur ces œuvres elles-mêmes. Donc c'est important pour cette mission du musée d'éducation et de pédagogie de continuer les recherches. Et vous n'avez pas quelques scoops à nous annoncer? Quelques découvertes? Peut-être, alors sans rentrer dans le détail, parce que j'ai pas les documents sous la main, mais parfois je trouve qu'il y a un côté qui est assez proche des enquêtes policières, où dans le cadre de mes recherches, parfois il suffit d'émettre quelques hypothèses et soudainement on découvre un document qui détaille l'ensemble de la vie de la personne, tous ses déplacements. Je pense notamment à un des donateurs qui confie des objets du MAP au MAP provenant de Mayotte, provenant de Guyane, du Congo, de toute une série de territoires. Et la seule information que j'avais, c'était son nom, de Beauvais et hospice de Trélissac. Et on n'avait rien de plus, donc on supposait qu'il ne travaillait pas à l'hospice, mais qu'il finissait ses jours dans cet hospice. Et au fil de mes recherches, notamment sur des sites de généalogie et en archives, j'ai trouvé son dossier militaire et on trouve le détail de toutes ses résidences, de tous ses déplacements. Il faisait partie en fait d'une compagnie commerciale dans le domaine du sucre et chacun des lieux où il a résidé correspond presque en miroir aux provenances géographiques
des objets conservés par le MAP. Donc voilà, parfois il y a des bonnes surprises, parfois il y a des inconnus qui resteront inconnus. Je pense notamment aux Durand, aux Dupont, qui étaient particulièrement nombreux à cette époque. On n'a que cette information. Voilà, c'est souvent un frein pour les recherches. Si je comprends bien, c'est juste le début pour les suites de travaux. Peut-être c'est vous qui continuerez ou les autres. Ça risque encore nous dévoiler pas mal d'histoires et peut-être les faits connus ou non connus. Concernant les objets, est-ce que vous avez les préférences suite à vos recherches ou surprises de découverte d'objets qui pourraient être peut-être dans les autres musées et se retrouvent ici à Périgueux par son valeur, par son importance, par son côté exceptionnel ou précieuse, je ne sais pas. Alors, moi, je me suis prise d'affection pour des masques de Deuilleur-Canac, donc de Nouvelle-Calédonie, où disons que la valeur du matériau n'est pas tellement très importante, mais en fait, quand on travaille avec des objets d'art extra-occidental, on découvre plein de cultures et plein de façons de voir le monde différentes, et on se rend compte certaines fois de valeurs sentimentales et spirituelles de certains objets qui, moi, me touchent beaucoup. Donc, par exemple, on a un masque devant lequel on était tout à l'heure, avec donc un visage en bois, comme une longue barbe qui est en fait une robe en plumes, et une grande coiffe en cheveux humains. En fait, on se retrouve devant des objets comme ça et on s'en rend pas vraiment compte parce que c'est parmi une multitude d'autres objets. Et en fait, quand on a l'histoire derrière ces objets-là, on est très touché, on se rend compte de la grande valeur symbolique. C'est un objet, si j'ai bien compris, qui est créé à la mort d'une personnalité importante dans la communauté. Et pendant en général 1 an, les hommes de la communauté se laissent pousser les cheveux et la barbe, et à un moment, ils coupent tous leurs cheveux et leur barbe et les ajoutent ensemble pour créer la coiffe de ce masque-là, pour qu'il y ait un véritable rituel de deuil. Et ça, quand on apprend ce genre de choses, moi j'ai trouvé ça fascinant. Et là, par contre, on parle de valeurs symboliques vraiment extrêmement fortes. Et vous ? Alors je voudrais répondre déjà par rapport à la collection du MAP prise dans son ensemble, parce que c'est un point qu'on a peu évoqué. Pourquoi est-ce qu'il y aurait tant d'objets extra-occidentaux à Périgueux ? C'est une question que tout un chacun peut d'ailleurs se poser, et notamment parce que avec les milliers d'objets, je parle bien de milliers, parce qu'il y en a beaucoup en réserve également, le MAP se situe en 7e position parmi les musées français en termes de quantité d'objets extra-occidentaux. Et pour vous répondre à votre question, je pense que les conservateurs d'alors, dans les années 10, 20, 30, regardaient soit ces objets comme des objets beaux, soit aussi comme des objets de savoir. Et en fait, ils ont réellement eu très tôt une démarche très scientifique. Je ne vous apprendrai pas l'importance du passé archéologique et de la préhistoire en Dordogne. Et j'ai retrouvé des lettres d'un conservateur adjoint, notamment Maurice Féot, qui fait un lien très étroit, très précis entre l'archéologie périgourdine, tous ces objets détenus par le musée, et les objets extra-occidentaux. Et à regarder d'un peu plus près, il faut se remettre un peu dans la pensée de cette époque où l'autre extra-occidental est vu comme un primitif. Je mets des guillemets à ce mot, et dans primitif, dans la conception un peu évolutionniste de l'époque, il y a le mot premier. Donc un stade premier de l'évolution, je mets encore des guillemets à l'évidence, et c'est là où le parallèle se faisait, c'est-à-dire que les deux domaines étaient associés. Les objets extra-occidentaux, sorte d'histoire ou de préhistoire vivante, pouvant éclairer les objets de préhistoire, d'archéologie, etc. Au-delà de ça, parmi les objets du MAP, à l'évidence, moi j'ai davantage travaillé sur les personnes que sur les objets, mais j'ai été très sensible à 3 objets, et notamment des figurines
que Léo Born, qui est d'ailleurs l'un des créateurs du musée militaire de Périgueux, a confié au MAP et qui proviennent du partage des prises qui avaient été faites lors du sac du palais d'été de Pékin City, de Pékin en 1960. Et notamment cette figurine, je la trouve très belle. Voilà, c'est un des exemples. Sinon, il y a aussi quelqu'un dont j'ai peu pu éclairer la vie, Lin van Ryswyck, qui était un aviateur néerlandais qui travaillait en Indonésie et qui a ramené notamment un masque assez monumental qui ressemble un petit peu à une tête de mort, et ce masque était particulièrement lourd, donc ça fait partie de cette incompréhension qu'on peut avoir avec un esprit rationnel sur pourquoi ça posait cela sur la tête, mais qui tient à la foi, qui tient au rituel, etc. Donc c'est beaucoup d'objets très intrigants et très intéressants. Et ces personnes qui étaient donateurs, est-ce qu'ils avaient tous attache avec le Périgord? Voilà, parce que cette question que vous avez posée, elle reste toujours. On dit pourquoi ils ont donné un map de Périgueux? Les attaches, elles sont diverses et variées. Parfois, c'est une attache géographique. Ils vivaient en Dordogne et ils se sont dit que ce soit par le truchement des sociétés savantes, dont parfois ils étaient membres. Je pense à la Société historique et archéologique du Périgord, à la Société Loubournade au Périgord, etc., etc. Parfois c'est les sociétés savantes, parfois c'est la géographie et donc la proximité avec Périgueux. Parfois aussi c'est des liens un peu plus ténus. Je pense notamment à deux donateurs du nom de Durand, Charles et René, qui donnent en mémoire de leur oncle qui a fini ses jours à Périgueux. Donc voilà, il faut réussir à retracer ça, et c'est dans une lettre que j'en ai trouvé la trace. Donc voilà, il y a les liens les plus divers et variés. Il faut aussi, peut-être la dernière chose que je voudrais dire sur ce point, remarquer que les conservateurs du MAP, tout comme d'ailleurs des musées parisiens comme le Trocadéro ou le musée de l'Homme à cette époque, illustrent une forme d'administration courtoise. Je m'explique. Souvent, quand on pense à l'administration, on imagine quelque chose de très froid et procédural qui applique des règles. Or, les conservateurs de musées, le personnel des musées, ne manquaient pas, et il y en a des quantités monumentales dans les archives, d'envoyer des lettres de remerciement lorsqu'un don était fait, d'envoyer un courrier lorsqu'un objet allait être présenté dans une exposition temporaire. Voilà, il y a tout cet effort, cette administration courtoise qui peut surprendre un petit peu, mais qui, à mes yeux, tenait à une sorte de politique publique un peu officieuse, c'est-à-dire si on est appréciable, aimable, peut-être que la prochaine fois, quand ils auront à nouveau des objets, ils penseront à nous, et l'institution muséale et donc le domaine public en profitera. Donc vous avez découvert les belles personnes et les biographies intéressantes de personnalités locales ou ailleurs qui ont contribué à la construction et développement de maps de Périgueux. Quelles seront suites? On enregistre cette émission avant une réunion publique qui aura déjà eu lieu au moment de diffusion. Donc c'est une des formes, partager vos découvertes avec la population. Oui, tout à fait. Mon intervention au Jeudi des musées est l'une des formes de restitution du savoir et des découvertes réalisées dans le cadre de la mission. Pour le reste, je vais produire donc un rapport avec des fiches biographiques pour chacun des donateurs et légateurs, mais aussi des observations plus générales. Je pense que je ne peux pas me prononcer sur les suites qui seront données. Tout dépendra d'une série de facteurs liés aux maps, liés aux opportunités politiques, etc. Je ne suis pas à même de vous répondre sur les suites qui seront données par la suite.
Et le musée va profiter de ce travail et va mettre en avant aussi tous ces résultats qui seront publiés ou découverts. Bien sûr, on compte le mettre en valeur. Le fait est qu'on n'a pas encore vraiment réfléchi à comment on va faire. Moi, je pense à titre personnel qu'on pourrait en tout cas commencer par enrichir les cartels qui sont auprès des œuvres, peut-être créer des petits panneaux avec les explications de la vie de quelques donateurs ou du parcours des objets. Je pense que c'est toujours très intéressant pour le public. Et ça permet justement de sensibiliser encore plus de monde à ces questions de provenance des objets. Et puis on va voir au fur et à mesure, tout simplement. Quand vous avez dit musée plus vivant, vous avez pensé à ça ou vous avez imaginé les autres idées? En parlant oui, je pense notamment à ça, parce que quand je parle d'un musée vivant, c'est un musée qui restitue les personnalités cachées derrière les objets, c'est-à-dire ceux qui les ont eus dans leur collection privée, qui les ont côtoyés, appréciés, montrés, et qui ont choisi de les donner au musée. C'est toujours un peu dommage lorsque derrière ces objets, on a une personne inconnue, une provenance inconnue, etc. C'est un petit peu un point final à tout savoir. Documenter ces personnes, documenter ces objets, documenter aussi les provenances, c'est-à-dire comment ils ont été appropriés, quel a été un petit peu leur parcours. C'est autant de moyens d'enrichir les collections et de valoriser le parcours de visite pour le public. Oui. Mais merci à tous les deux pour votre témoignage, vos explications et bonne continuation dans vos travaux au quotidien et dans vos recherches. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.